Parlez-moi d'IA. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Karl, cerveau analytique de recherche et de liaison. C'est une machine qui ressent les choses. On nous raconte n'importe quoi sur l'IA. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit? Moi, je n'en dis rien du tout. Que la créativité, elle reste du côté de l'humain. Bonjour à toutes et à tous, je suis Jean-Philippe Clément, bienvenue sur Parlez-moi d'IA. Cela fait plusieurs entretiens maintenant que les questions juridiques planent au-dessus de nos débats. Elles sont abordées au fur et à mesure des focus sur les sujets qu'on aborde. Et cette semaine, je vous propose de faire un grand tour d'horizon des questions juridiques posées par l'IA. Vous êtes bien sur Cause Commune, la radio des possibles. C'est Parlez-moi d'IA, nous avons 30 minutes pour essayer de mieux comprendre ces nouveaux outils sur les aspects sociétaux, culturels, sociaux, éthiques et pourquoi pas politiques. Cause Commune que vous pouvez retrouver sur le web cause-commune au singulier.fm et sur son app Android ou iPhone, sur la bande FM bien sûr à Paris 93.1 et le DAB+, et en podcast sur votre plateforme préférée. Comme d'hab, like, étoile, commentaire, c'est nos seules récompenses, n'hésitez pas. En plus, ça manipule l'algorithme, donc c'est quand même cool de manipuler un algorithme. Merci encore pour votre écoute, de plus en plus nombreux chaque semaine. Merci à Olivier Gréco, notre directeur d'antenne, qui nous laisse autant de liberté. Si nous étions des motards de la California Highway Patrol, il serait mon coéquipier préféré, mon Poncherello en fait. Heureusement, il ne roule qu'à vélo. Merci Jérôme Sorel de réaliser cette émission. Bon, il faut vraiment que j'arrête avec ces références de boomer, c'est vraiment très très marqué quand même. Hein. C'est un sujet qui va te plaire Jérôme, alors tu n'hésites pas à poser des questions, parce que Jérôme a le droit à poser des questions dans l'émission. Nous allons donc parler questions juridiques et IA, et en plus des questions techniques, éthiques et parfois politiques. L'IA soulève de très nombreuses questions juridiques. Il y a d'abord toutes les questions liées au copyright, ou si on veut faire bien, on dit l'autorat, comme le dit aussi le livre blanc de Data for Good. Il y a aussi les questions d'intention et de responsabilité, et leur répartition entre le développeur et l'utilisateur des services d'IA. Il y a aussi les questions réglementaires, les questions de régulation, le bon dosage entre protection et innovation. Il y a les questions de transformation des métiers juridiques et bouleversements économiques et fiscaux engendrés par ces nouvelles pratiques. Bref, encore une fois, il s'agit d'un sujet complexe et entremêlé, mais heureusement pour nous, notre invitée a les idées claires et parfois incisives sur toutes ces questions. C'est une universitaire, maître de conférences et directrice de l'Institut des sciences sociales du travail de l'Ouest à l'université Rennes 2, spécialiste en propriété intellectuelle. Et concernant l'IA, elle est surtout directrice de la Ligue des auteurs professionnels. Bonjour Stéphanie Lecam. Bonjour. Bienvenue à distance, comme on peut l'entendre, dans Parlez-moi d'IA. Alors parlez-moi d'IA, Stéphanie. Est-ce qu'avec l'IA, on ne serait pas en présence d'un bouleversement qui secoue les nombreux aspects juridiques de notre société ? On est clairement face à quelque chose qui peut s'apparenter à un cataclysme. Carrément, d'accord. Juridiquement. Après, ce sont des matières qui sont habituées à être bouleversées à chaque innovation, donc oui. Elles sont capables de surfer sur les vagues, même les plus grandes. Mais là, effectivement, il y a quand même quelque chose d'assez gigantesque. Hein. C'est-à-dire que ça va très très vite. En fait, je pense que c'est de façon un peu inédite, c'est une innovation qui nous bouscule parce que sa temporalité est assez folle, quoi. C'est la vitesse qui fait la différence, par cette fois-ci. Tout à fait. Qu'est-ce qui fait la différence ? C'est qu'il y a 2 ans, l'intelligence artificielle qui générait des contenus ne nous inquiétait pas tellement parce que c'était des contenus qui n'étaient pas très efficaces et qui étaient en plus difficiles à mettre en place. Alors qu'aujourd'hui, le plus gros boomer de tous les temps est capable de générer une image à peu près qualitative en faisant juste 2 clics. Et donc, c'est son aspect efficacité, simplicité qui vraiment questionne l'IA générative de contenu et nous fait peur, en fait. Bon, je le prends pas pour moi, le boomer, mais vous avez raison, c'est vrai que c'est de plus en plus facile. Vous êtes directrice de la Ligue des auteurs professionnels, et c'est un peu comme ça que vous rentrez finalement dans ces questions aussi liées à l'IA. C'est quoi cette ligue et pourquoi elle s'intéresse aux questions liées à l'IA ? Alors, la Ligue des auteurs professionnels, c'est une organisation professionnelle qui défend les intérêts professionnels des auteurs et autrices du livre. Elle existe depuis 5 ans et demi maintenant. Et donc, évidemment, il y a 2 ans environ, quand Midjourney commence à montrer ses prouesses techniques, alors c'était plutôt en juillet 2022, ouais. Nous, on commence à avoir des adhérents et des adhérentes qui nous sollicitent pour nous dire « Mais attendez, moi, je reconnais mon style dans telle image générée par carrément. Et oui, complètement, avec derrière des débuts de crainte, d'abandon de projets éditoriaux ici, où on leur dit, écoutez, vous n'avez qu'à, en tant que traducteur,
vous contenter de passer la traduction dans DeepL et de donner un regard critique sur la version générée par l'intelligence artificielle, et puis ChatGPT, vous voyez. Donc finalement, on se retrouve avec des membres d'une organisation professionnelle qui est là pour défendre leurs intérêts en tant que professionnels, et d'un seul coup, ils nous disent, voilà, nous, on va être lourdement impactés par l'intelligence artificielle de contenu, il va falloir sérieusement se saisir du sujet, comprendre comment ça fonctionne, mettre les mains dans le capot, et ensuite voir comment est-ce qu'on peut mettre au doigt toutes les conséquences négatives surtout, mais aussi positives, pourquoi pas, on peut aussi y réfléchir, de l'intelligence artificielle. Ils se rendent compte qu'en fait, les IA qu'ils utilisent ont utilisé leurs données à eux pour s'entraîner, et c'est vrai qu'on parle souvent de vol massif du point de vue des données d'entraînement de l'IA. C'est quoi votre point de vue? C'est où commence le vol, où commence la simple inspiration? Disons qu'on peut réfléchir en deux temps, quoi. Quand ça implique le droit de la propriété intellectuelle, c'est parce qu'il y a d'abord une reproduction, une représentation de l'œuvre de l'esprit. Bon, ça a pu éventuellement diviser au sein de la doctrine universitaire, mais en vrai, ce qu'on voit, c'est que pour être capable de générer des contenus, l'intelligence artificielle doit d'abord aspirer énormément de données. Dans ces données, il y a des contenus protégés au titre du droit d'auteur, et notamment les œuvres de nos membres. Et donc, c'est sur la base de ces aspirations qu'elle va pouvoir commencer à s'entraîner et ensuite être capable à son tour de générer des contenus. Donc finalement, oui, quand on parle du plus grand pillage de tous les temps, c'est pas exagéré en réalité, puisqu'il y a vraiment ce travail d'abord qui a été fait en amont, bien avant d'ailleurs que le cadre légal soit mis en place. Mais les aspirations massives des données, ça a commencé, je sais pas, peut-être au début du siècle, quoi. Donc voilà, on peut commencer à en tout cas douter de la légalité du système quand on voit comment est-ce que justement ça génère autant de bouscule. Enfin, c'est vraiment oui, ça bouscule en plus, par exemple les seuils de prix psychologiques pour accéder aux œuvres. Enfin, il y a tout un tas de questions qu'on aura sans doute l'occasion de traiter ensemble. Oui, on en reparlera après si vous voulez. Oui, tout à fait. Mais du coup, on est d'accord que ces données d'entraînement, finalement, elles génèrent même déjà aux États-Unis en fait des procès entre les IA et les auteurs. Est-ce qu'on a ce type de procès ou de difficultés juridiques en Europe et en France? Est-ce que la Ligue, par exemple, a attaqué tel ou tel service? Alors c'est justement dans les projets qu'on souhaiterait mettre en place, mais clairement la Ligue des auteurs professionnels, ça reste une petite structure syndicale qui n'est pas dotée des moyens financiers suffisants pour pouvoir entreprendre ce type de contentieux. C'est énorme, s'attaquer à OpenAI ou Microsoft. Enfin, je veux dire, là on doit être évidemment associé à des structures beaucoup plus puissantes pour envisager ça, mais on pourrait en tout cas tenter quelque chose, parce que c'est vrai que ce qu'on voit du côté des États-Unis, les premières décisions qui sont arrivées, c'est plutôt de dire vous ne nous démontrez pas en quoi votre contenu a été particulièrement utilisé pour l'entraînement de cette intelligence artificielle. C'est un problème de preuve. C'est-à-dire qu'elle est aspirée dans une masse, de dire que c'est cette œuvre en particulier qui a généré éventuellement derrière... Enfin, vous voyez, c'est pas évident en fait. Le checker est tellement grand que quand on mélange toutes les données, à la fin, ce qui en sort est très dilué et qu'on a du mal justement à remettre la main sur ce qui était original au départ et qui était copyrighté, quoi. C'est tout à fait le problème. Voilà. Après, on peut aussi prendre du recul et se dire, bon, si nos règles ne sont pas... Parce que ça reste quand même un problème. Enfin, je veux dire, on est quand même conscient que si elles sont capables de générer, c'est parce qu'en amont, elles ont aspiré toutes ces données. Donc ça veut dire que si j'en enlève juste une, ça veut dire que ça peut impacter sur le résultat final. Donc, il faut simplement peut-être postuler que, peut-être nos règles ne sont pas tout à fait adaptées et les repenser pour, remettre de l'équilibre dans ces relations qui, là, clairement, ne sont pas du tout équilibrées. Il y a une renégociation à avoir. C'est un peu, je pense, enfin, j'ai l'impression que c'est un peu le point de vue européen et français. C'est-à-dire qu'on va pas s'attaquer, mais on va se renégocier, on va se dire les choses clairement et on va renégocier avec ces grands acteurs des accords pour être sûr. Il y a aussi des moyens techniques, non, d'empêcher les IA de venir crawler, de venir scraper les contenus. Oui, tout à fait. Ça se développe de plus en plus. Donc je pense à Glaze notamment ou à Nightshade qui justement sont là pour venir un peu embêter
ces développeurs d'intelligence artificielle, après tout, c'est de bonne guerre. Je veux dire, Ouais. ils n'ont pas demandé l'autorisation aux auteurs et autrices d'aspirer leur contenu. Alors, si ceux-là, maintenant, dans leur future création, peuvent venir embrouiller... parce que c'est ça, en fait. C'est quoi exactement? Comment ça fonctionne, ça? Alors, comment ça fonctionne? Moi, je suis juriste, donc Oui, je vais vous en pardon. parler avec mes mots de juriste, mais en tout cas, ce que j'ai compris, si vous voulez, c'est simplement d'apporter à votre illustration, par exemple, Ouais. une protection technique qui fera qu'au moment où elle sera aspirée par l'intelligence, dans le but de justement nourrir cette intelligence artificielle et de générer des contenus nouveaux, eh bien, elle va être associée à un certain nombre de perturbations, d'éléments perturbateurs. Des filigranes, quoi, Bon, qui viennent se mettre sur le contenu? Exactement. L'objectif étant d'empoisonner, alors le mot est peut-être un petit peu exagéré, mais c'est un peu l'idée quand même que cette petite protection technique vienne empoisonner, paralyser, empêcher à l'IA de générer des contenus de qualité. Voilà. Bon, après, on voit quand même qu'il y a des réponses, parce qu'il y a des réponses de l'autre côté des grands acteurs, parce que Midjourney vient quand même de sortir une fonctionnalité qui s'appelle le SREF, donc dont on parle beaucoup, qui est en fait le fait de dire que si on peut donner directement dans son prompt une référence justement à un contenu particulier et dire à l'IA, tu prends ça comme référence, tu t'occupes même pas de la base de données d'entraînement que tu as eue, tu t'occupes même pas de ce que tu connais déjà. Et du coup, en fait, ça localise quand même le problème de copyright aussi. C'est-à-dire que là, pour le coup, qui est-ce qui peut maîtriser ce SREF-là En tout cas, vous voyez, ça, c'est des problématiques qui vont venir ensuite être traitées dans un second temps. C'est-à-dire, on voit bien, elle évolue, et au fur et à mesure que les possibilités s'ouvrent, on se retrouve avec une pelletée de problématiques complémentaires nouvelles. Donc je pense qu'il faudrait qu'on essaie déjà de commencer à réfléchir de façon un peu plus, je dirais, macro, et puis ensuite, effectivement, d'essayer de trouver des solutions comme ça au cas par cas. Mais il y a effectivement un tas d'options qui vont entrer dans les nouvelles applications qui vont avoir de l'intelligence artificielle, et ce sera à nous de mettre, je dirais, le curseur au milieu entre ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable de faire au regard, par exemple, du droit de la propriété intellectuelle. Ouais. Est-ce qu'il y a une différence avec les USA? Le fair use, là, il fait une différence là-dessus ou c'est quoi d'ailleurs le fair use? Le fair use, c'est vrai que c'est pas exactement la même chose. Nous, en France, on a un système donc de droit avec un monopole d'exploitation, et puis ensuite, on a listé de façon exhaustive des exceptions aux droits d'auteur. Ouais. Donc concrètement, ce ne sont pas des droits à copier, ce ne sont pas des droits à faire quelque chose qu'on accorde au public, c'est vraiment l'idée d'exception. Le droit d'auteur étant au centre, et ensuite, je dirais, des éléments qui échappent au regard, à l'autorisation de l'auteur, parce qu'on estime quand même que le public doit pouvoir faire quelque chose avec l'œuvre. Aux États-Unis, c'est une autre façon c'est un autre paradigme, c'est une autre façon de penser les choses. C'est-à-dire que le fair use, donc en gros, si on doit le traduire, c'est un usage loyal, acceptable, raisonnable. C'est vraiment l'idée d'être tout le temps à la recherche d'un curseur au milieu entre d'un côté les intérêts des bénéficiaires des droits d'auteur et de l'autre l'intérêt du public, bien pour la distribution des travaux créatifs, parce qu'il doit pouvoir accéder à l'œuvre. Donc vous voyez, c'est plus une logique un peu utilitariste qui fait que finalement il n'y a pas une liste exhaustive d'exceptions, c'est au cas par cas. On se dit voilà, est-ce que cet usage, il est loyal? Oui, non, voilà. Tandis qu'en France, vraiment, en France et en Union européenne, avec cette liste d'exceptions, si vous n'êtes pas dans la liste des exceptions, vous ne pouvez pas utiliser, parce que vous revenez sur l'idée du monopole. Je ne sais pas si j'étais très claire. Si, c'est très clair. Je crois que j'ai compris la différence avec le fair use, et je vous en remercie, parce que c'est pas évident, effectivement, à bien saisir, hein, quand on s'y intéresse de près. On est déjà à la moitié de l'émission. Stéphanie, je vous propose de faire une pause musicale. Garlaban, notre programmateur musical, sait qu'on essaie de prendre du recul sur les IA ici, et il nous invite aujourd'hui à prendre du recul sur nos écrans. Un son qui pourrait faire plaisir à nos collègues de Panam Nike, écran des alchimistes. Derrière ton écran, tu passes tout ton temps les yeux rivés, tout content, t'as rêvé que l'on t'aime. Grave populaire, tu te sens pousser des ailes sur les réseaux, on peut dire que t'as la cote. T'as passé des heures à te maquiller devant la glace pour finalement faire des photos de chiottes. Le ventre ouvert, sentiment d'être seul, souvent comme dans tes postes, y'a pas l'ombre d'un pote. Les notifications te bercent, nouveau poste monter le stress. Cocaïne et ensanglanté sur dernier poste ne font pas réagir à l'agonie, tu retrouves la force de lancer un direct. Dès lors, un avis unanime à ta grande stupeur. Trop bad pour quelques likes, une follow et quelques larmes.
T'es devenu l'ombre de ton téléphone. Souris jamais, sauf pour un selfie ou pour apparaître sur ton profil. L'objectif est ton meilleur ami. Enfin, c'est ce que tu crois. Ton objectif est d'être suivi. Tu savoures même pas ce que tu bouffes. Faut snapper, tant pis si ça refroidit. Au pire tu repasseras commande. Prends les gens pour des fois le sentiment que sur une légende. Je t'aime maman et t'attends qu'on commente le regard des gens qu'à travers ton écran. Car dans la vie tu fuis. Vous êtes toujours sur Cause Commune, 93.1 FM à Paris, toujours Parlez-moi d'IA, toujours l'épisode consacré aux grandes questions juridiques posées par l'IA, avec Stéphanie Lequin, l'universitaire maître de conférence, directrice de l'Institut des sciences sociales et du travail à Rennes 2, et directrice de la Ligue des auteurs professionnels. Stéphanie, on a abordé un peu la question du copyright par finalement la donnée qui rentre dans le système d'IA, mais en sortie du coup, ce qu'il en ressort, là on se posait un peu la question de savoir si les contenus générés du fait des données d'entrée, est-ce qu'elles étaient des contrefaçons ou pas, mais on peut aussi se poser la question de savoir quel est le droit d'auteur en fait qui peuvent être apposés aux contenus générés du coup. Ça, c'est une question qui a beaucoup passionné au départ. Est-ce que je peux revendiquer un droit de propriété intellectuelle sur un contenu que j'ai entièrement généré à l'aide d'une intelligence artificielle? Pour le coup, ça ne perturbe pas vraiment la matière parce qu'on a toujours eu des débats là-dessus. Ouais. Au moment où la photographie est arrivée, on s'est dit mais est-ce que finalement ce que je réalise à l'aide d'un appareil photographique, c'est protégé au-dessus du droit d'auteur ou pas? Bon, là, la règle est simple, c'est que il faut qu'il y ait un apport personnel, il faut qu'il y ait des choix délibérés, il faut qu'il y ait une touche. il faut que on ait véritablement mis son empreinte, l'empreinte de sa personnalité dans cette œuvre de l'esprit pour en revendiquer un droit de propriété intellectuelle. Si on regarde un petit peu ce qui se passe du côté de l'intelligence artificielle, vous allez nous faire le meilleur prompt du monde, un truc très 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 long qui va être extrêmement précis. Bon, certains vous diront, j'ai fait preuve d'inventivité, de créativité, puisque j'ai fait un prompt. Oui, super, mais de ce prompt-là, en réalité, on a réussi à démontrer qu'il y avait une partie seulement des mots qui allait être utilisée par l'IA pour sélectionner des images parmi des milliards d'images qui sont pré-générées. Donc concrètement, ce que je suis en train de dire, c'est votre apport là, il n'existe pas. Il est limité, vous avez fait des choix de mots, mais ce qui en ressort n'est pas de votre création. Voilà. Et du coup, on pourrait presque dire que ce qui est généré, c'est des contenus en Creative Commons ? Alors ça, c'est intéressant. Il faut vraiment qu'on s'intéresse à... Parce que pour moi, le Creative Commons, ça veut dire que déjà, vous avez considéré que c'était une œuvre qui était libre de droit. Mais moi, je suis en train de me demander si déjà on est face à une œuvre. C'est-à-dire, à mon sens, non. Vous voyez, on est sur un produit synthétique qui n'a même pas lieu d'être saisi par le droit de la propriété intellectuelle ou éventuellement par un autre mode de d'un autre dispositif juridique qui pourrait être le Creative Commons. À mon sens, on est sur quelque chose qui n'est qu'un produit. N'est pas encore, il ne peut même pas être qualifié d'œuvre et donc forcément d'avoir une licence particulière. Creative Commons, on remettra le lien vers ce que c'est exactement, mais c'est des licences justement qui permettent de repartager des contenus facilement, librement en fait tout simplement, et qui donnent un statut du coup très particulier aux contenus partagés et qui joue du coup le commun justement, qui joue le fait qu'on puisse réutiliser dans certaines conditions les contenus. Oui, donc Stéphanie, on vient d'aborder toutes ces questions sur le copyright. Il y a aussi quand même une grande question là, que j'ai abordée en introduction, qui est la question de la responsabilité. Et les questions de responsabilité que pose l'IA, et notamment celle qui met le curseur entre la responsabilité du développeur qui développe le service d'IA et la responsabilité de l'utilisateur qui va utiliser le service d'IA. Et du coup, que dit le droit aujourd'hui sur cette répartition de la responsabilité ? Alors le droit, justement, c'est l'objet de beaucoup de débats actuellement sur la responsabilité des développeurs, parce que concrètement, pour faire un tout petit rappel, on a une directive de l'Union européenne en 2019 qui a mis en place une exception data mining qui a priori permet de manière licite à toute personne de réaliser des fouilles de textes et de données sur des œuvres. Et le texte dit d'ailleurs, quelle que soit la finalité de la fouille, sauf si l'auteur s'y est opposé de manière appropriée, c'est ce qu'on appelle l'opt-out.
Et donc, concrètement, eh bien, on peut se dire qu'à l'époque, quand ça a été mis en place, on n'imaginait pas une seconde que ça pouvait servir les intérêts de développeurs d'IA générative de contenu. Alors, on a vu d'abord que l'Optap ne fonctionnait pas, mais ça, on pourra y revenir. Mais surtout, quand on voit qu'elles sont capables de générer des contenus qui viennent en concurrence directe avec les œuvres des humains, on se pose la question de savoir si l'usage dans ce cadre-là respecte ce qu'on appelle le triple test. Le triple test, c'est en gros l'idée que les auteurs ont un droit exclusif d'autoriser la reproduction de leurs œuvres, mais la législation peut éventuellement autoriser la reproduction de ces œuvres dans certains cas particuliers, et le texte dit en gros, c'est vraiment à condition que ce ne soit pas en conflit avec l'exploitation normale de l'œuvre et que ça ne porte pas en quelque sorte atteinte au préjudice de l'auteur. Quand on voit ici que cette exception de data mining, elle est utilisée au service de développeurs d'IA et qu'elle vient clairement entrer en conflit avec l'exploitation normale des œuvres, on se demande quand même si on peut utiliser l'exception data mining pour ce type d'usage-là. Ouais. Et donc, pourquoi j'en parle ? Parce que si on admettait que ça ne passe pas le triple test, dans ce cas-là, on pourrait engager la responsabilité des développeurs d'IA parce qu'ils ne respecteraient pas justement le cadre de l'exception et donc ils seraient à nouveau attentatoires au droit. Voilà. Très bien. Très, très clair. Pour le coup, là, c'est vrai que ça. Et alors, comme vous le disiez, c'est la jurisprudence qui va un peu trancher au fur et à mesure des avancées sur ces sujets, en fait. Alors, la jurisprudence, oui, quand elle sera saisie, elle pourra donner des éléments de réponse. Ou les évolutions législatives Mais on peut tout à fait imaginer que du côté de l'Union européenne, on se remette à travailler sur cette exception. C'est pas impossible d'ailleurs. Dans la résolution du Parlement européen du 21 novembre dernier sur le statut professionnel des travailleurs de l'art, il est question justement d'inviter à réguler à nouveau l'IA dans le cadre, en vue de protéger les métiers de la création. On peut tout à fait ouvrir le chantier de l'article 4 et se dire voilà, est-ce que c'est en l'état une utilisation possible? Est-ce que l'IA générative de contenu peut, ou les développeurs peuvent se saisir de cet article 4 pour justifier leur activité? Voilà. Oui, et l'évolution législative semble aussi être la voie privilégiée par le Québec avec les recommandations du Conseil de l'innovation du Québec qui viennent de sortir en janvier, qui disent à peu près la même chose, qu'il faut moderniser le droit d'auteur, qu'il faut moderniser le droit sur ces sujets-là. Du coup, on voit bien, là, vous l'avez dit depuis le début de l'émission, il y a une évolution énorme pour les métiers du juridique. En fait, c'est-à-dire que le juriste qui produisait lui-même ses contenus et ses notes, il va être aidé par l'IA, il va devenir superviseur. Donc, il y a un métier qui évolue aussi. Comment ça, on vit ça quand on est juriste aujourd'hui, cette utilisation de l'IA dans son métier Je trouve que c'est intéressant que les juristes le vivent dans leur métier parce que comme en fait ils pensent et façonnent le droit d'auteur, qui est une matière qui normalement s'applique davantage aux auteurs, et puis ensuite, là on va être impacté directement. Donc on va pouvoir voir comment est-ce que cette intelligence artificielle qui va générer des contenus juridiques va avoir comme répercussion dans notre activité de juriste. Moi, ce que j'ai vu arriver là, c'est donc tous les éditeurs juridiques se sont mis à lancer leur publicité sur la meilleure intelligence artificielle qui va générer les contenus. Alors, à les entendre, c'est ce qui va solutionner tous les problèmes, puisque concrètement, vous lui poserez une question compliquée et elle vous donnera une réponse simple. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que si elle fonctionne, c'est sans doute déjà qu'elle a aspiré l'ensemble des contenus qu'on a produits, nous, en tant qu'universitaires ou aussi, professionnels du droit. Donc ça questionne, justement. Est-ce que quand on a cédé nos droits dans le cadre d'une publication pour une revue papier ou éventuellement numérique, on a finalement accepté que ce soit aussi de la nourriture pour une éventuelle IA générative de contenu juridique demain. Donc ça va venir un petit peu agiter, je pense, ça va être intéressant en tout cas d'en débattre et de voir finalement comment est-ce qu'on s'en servira. Moi, je ne crois pas une seconde que ce sera fiable à 100%. Enfin, je veux dire, le droit, c'est une science qui est toujours dans la contradiction. Enfin, dans la subtilité. Position majoritaire, minoritaire. Enfin, vous voyez, c'est ça en fait. Donc là,
Ouais. Et du coup, ça veut dire que ce rôle de superviseur, il va être très important. C'est-à-dire, superviser les productions de l'IA va être très important. Et ça rebat un peu vous en parliez tout à l'heure, mais ça rebat un peu des grandes questions autour du travail aussi. La valeur justement de la propriété intellectuelle en tant que telle. On peut aussi parler des notions de seuil de prix psychologique que vous avez évoqué tout à l'heure sur une production. Tout ça, c'est lié aussi à la valeur du travail, finalement. Déjà, superviser, c'est pas créer. Donc oui. Ça veut dire aussi, soit on accepte de contrôler ce que fait l'IA, et donc dans ce cas, nous ne sommes plus auteurs, mais nous sommes un superviseur, vous l'avez dit, j'aime bien le mot d'ailleurs, c'est vraiment cette idée d'apport technique qui fait qu'on ne pourra pas revendiquer un droit de propriété intellectuelle sur ce contrôle. Donc ça, c'est important quand même qu'on sache ne pas scier la branche sur laquelle on est assis. Enfin, c'est quand même important de se dire, voilà, je suis auteur de contenu juridique, je ne supervise pas ce que fait une intelligence générative de contenu. Et pour ce qui concerne le prix, on est quand même dans des écosystèmes où clairement la valeur du travail n'est pas prise en considération. C'est-à-dire qu'on n'est pas payé au temps qu'on a consacré à l'écriture d'un article, soyons clairs. Oui. C'est déjà quelque chose qui pose problème, ce partage de la valeur dans le monde de l'édition du livre et dans le monde aussi de l'édition scientifique. Mais alors là, maintenant, si on nous dit parce que vous n'avez fait qu'un travail de supervision d'une IA, on ne va pas vous payer comme on vous payait avant, clairement, ça veut dire qu'on va se faire à quelque chose qui sera finalement un modèle économique gratuit, c'est-à-dire on ne paiera pas ceux qui supervisent, mais par contre on fera banquer ceux qui utiliseront l'intelligence artificielle au profit, encore une fois, de ceux qui seront propriétaires de ces intelligences artificielles. Donc il y a tout un modèle économique à penser et c'est pas pour que la profession s'en saisisse. C'est pas pour rien que les scénaristes hollywoodiens ont fait grève, je pense. C'est totalement pour ce motif. Est-ce qu'on est motif parmi d'autres, mais effectivement. Est-ce que selon vous, on n'est pas aussi à la veille de ce type de mouvement sur tous les autres métiers, où à chaque fois on va vouloir renégocier cette répartition de la valeur? Il y a en tout cas quelque chose d'inédit. Moi, j'examine les mouvements notamment du côté des métiers de la création depuis un paquet de temps maintenant, et c'est tout à fait inédit. Cette construction d'une identité professionnelle, cette revendication de meilleure protection du travail de création, de meilleure rémunération, etc., c'est extraordinairement inédit, là. J'ai jamais vu ça avant. Ouais. Et puis à côté de ça, on voit, alors je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais le syndicat national de l'édition vient juste de sortir une étude à propos justement du partage de la valeur. Et alors c'était un gros mot il y a encore 2 ans, on ne pouvait pas parler de partage de la valeur. Maintenant, le SNE s'en saisit, on est ravis. C'est-à-dire que oui, il faut interroger le partage de la valeur. Allez croire, le partage de la valeur va très très bien parce qu'il gagnerait moins que les auteurs. Ça c'est tout à fait discutable, mais ça en tout cas, on va poser ça sur la table, évidemment. C'est important qu'on soit rétribué pour notre travail. Oh papa, on a une question de Jérôme. Je savais que ce sujet te donnerait envie de poser des questions. Ouais, je peux vous poser une question, Stéphanie? Je trouve ça hyper intéressant le point que prend Jean-Philippe en disant, mais vous qui êtes juriste, vous utilisez l'IA pour défendre les auteurs contre l'utilisation de l'IA. Et au fait, là, j'ai une question qui est très actuelle et très politique. Rachida Dati, qui est juriste et qui est ministre de la Culture, est-ce qu'elle a pris déjà des positions sur ce sujet-là ou pas du tout? Elle est plutôt inscrite dans une dimension politique qui a tendance à vouloir faire de l'Union européenne et de la France le paradis de l'intelligence artificielle. Ouais. Donc je crois pas. Je forme le vœu que Madame la ministre ait à cœur de défendre les artistes, auteurs et autrices face à ce cataclysme, mais j'ai l'impression quand même qu'on sera plutôt encore à la recherche d'un équilibre. Vous voyez, Une dernière petite question. Qu'est-ce qui va faire évoluer et quel est le planning de cette évolution sur le droit? C'est essentiellement l'IA Act et puis tout ce qui va en découler derrière? C'est toute la réglementation derrière, toute la régulation potentiellement au niveau européen et au niveau national? Comment vous voyez les choses en termes? Honnêtement, là, l'IA Act va déjà être une bonne base. Déjà, on a gagné sur le plan de la transparence. Alors, ça, c'est pas anodin, mais à la base, il y avait un refus catégorique de mettre de la transparence sur ces bases de données. Là, maintenant, on a déjà gagné sur ce terrain-là. Après, la transparence, ça veut rien dire. Je veux dire, c'est hypothétique, mais en gros, si vous avez, je sais pas moi, OpenAI qui vous dit non, j'ai pas pris vos œuvres. Super, d'accord. Je vais avoir accès à vos bases de données, je vais en être certain. Vous voyez, il y a la théorie, puis parce que le droit est fait par des juristes qui n'ont pas toujours les mains dans le cambouis. Et ensuite, il y a la pratique. C'est concrètement, on me dit, il faut enclencher le mécanisme opt-out si vous voulez pas que vos œuvres soient aspirées. Super. J'ai mis du glaze partout sur mes illustrations. Je fais attention dans toutes mes conditions générales. Toutes mes illustrations, elles sont
protéger tout ça, qui vous dit que finalement c'est pas aspiré, ça va pas entraîner des IA. Enfin, je veux dire, oui, ça va être compliqué, quoi. Ouais. Donc, à mon avis, ce qu'il faut faire, c'est réfléchir aussi à côté à des règles qui viennent renforcer la protection de ces créateurs et créatrices. Nous avons fini cette émission. Merci beaucoup Stéphanie pour tout ce partage autour de cette matière à la fois passionnante mais quand même compliquée du juridique et de l'IA. Puis on vous retrouve, je crois, sur les réseaux sociaux où vous faites part de votre actualité. Je vous remercie. Et restez bien sûr sur 93.1 FM sur Cause Commune avec les émissions de Cause Commune. À bientôt.